Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette troisième vidéo du chapitre 3. C'est la dernière vidéo de ce chapitre qui est un petit peu plus léger en termes de contenu parce qu'il est accompagné de lecture et qu'on voulait limiter au maximum le volume de vidéos à regarder. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'état des objets et à l'absence de valeur, donc ça poursuit ce qu'on a vu dans la première vidéo pour aller un petit peu plus loin sur c'est quoi les états de nos objets et comment on va pouvoir faire pour concevoir ça. Donc ce qu'on a vu précédemment, c'est que l'état interne des objets va modifier leur réponse. En utilisant l'encapsulation, on a caché des données privées à l'intérieur des objets, et ces données, on a fait en sorte qu'elles ne soient pas visibles. On s'est intéressé aux problématiques de fuite de données, justement, et tout ça. Et ce qu'on a vu, c'est que la manière dont les données vont être modifiées, ça va aussi naturellement modifier les réponses des objets. Si vous cherchez à piger une carte dans une pile où il n'y a plus de cartes, ça doit être un problème. Alors que si vous le faites dans une pile où il y a des cartes, ça n'est pas un problème. Donc nos objets, ils vont passer d'un état à un autre. Les états sont exclusifs, on est vide ou on est plein, on est disponible ou on est indisponible. Et d'un point de vue réutilisabilité des objets, pour bien comprendre comment on peut utiliser ceci à l'intérieur de notre application, ou même les faire évoluer, comprendre l'impact d'une modification sur la manière dont on passe d'un état à l'autre, c'est très important. Et donc concevoir ces états, ça va vraiment être crucial. Alors pourquoi il faut les concevoir? Parce que par nature, l'espace d'état est vraiment très très grand. Euh, Par exemple, on va prendre une classe player qui contient juste un score. Et bien en fait, ça, rien que ça, l'ordre de grandeur est monstrueux. Parce que vous pouvez créer autant de joueurs que vous pouvez modéliser d'entier. Et puis en Java, ça fait 2 puissance 32, ce qui est déjà très gros. Mais si on rajoute le nom du joueur, et bien là, le nombre d'instances possibles, il devient infini. En fait, en vrai, c'est limité par la mémoire que vous avez à disposition sur votre machine, mais comme je peux créer autant de chaînes de caractères que je veux, parce que par définition, la combinatoire est ouverte, si je prends une combinatoire ouverte multipliée par 2 puissance 32, ça fait quelque chose de vraiment énorme. Donc, gérer cette explosion combinatoire de l'espace d'état accessible, c'est vraiment important. Et là, on vient de voir qu'en plus, simplement en tant que développeur, en rajoutant juste une information, le nom du joueur, parce que c'est toujours sympa de savoir de qui on parle quand on enregistre un score, mais on vient de passer d'un espace d'état grand à un espace d'état infini, ce qui peut potentiellement poser problème. On va reprendre l'exemple de la pile de cartes de Shoten Totem. Donc c'est une pile de 54 cartes, mais on va en enlever au fur et à mesure. Donc au début on a 54 puis 53 et ainsi de suite. Et donc l'espace d'état accessible et le nombre d'instances disponibles, il est monstrueux. C'est en fait un arrangement sans répétition de k cartes parmi n. Donc c'est la formule A de nk qui est n factoriel divisé par n moins k factoriel. Dès qu'il y a des factoriels, ça commence à puer, hein, ça veut dire que ça va être des grands nombres. Et en fait, comme on peut contenir de 0 à 54 cartes, en plus de ça, il faut faire une somme de tous les états possibles. Donc, ce qu'on a modélisé avec notre pile de cartes, c'est en fait la somme de 0 à 54 du nombre d'arrangements de 54 parmi k, qui est notre variable de somme, état possible de la pioche. Et ça, ça fait 6,27 fois 10 puissance 71 piles de cartes disponibles. Et on estime qu'il y a à peu près 10 puissance 80 atomes dans l'univers. Donc là, on vient de se rendre compte que notre pile de cartes, qui est un exemple simple utilisé dans le cadre du cours, donc c'est pas quelque chose d'aussi compliqué qu'on pourrait avoir dans un vrai système d'information ou dans un vrai système logiciel, hein, c'est une version simplifiée. Et ben en fait, on a déjà rien qu'avec notre pauvre liste de cartes représenté un nombre de piles de cartes différentes qui est proche du nombre d'atomes de l'univers. Donc si on s'intéresse à toutes les piles de cartes possibles, eh bien, on se rend compte qu'on va pas pouvoir toutes les représenter de manière exhaustive, parce qu'il y en a beaucoup trop. Et puis en plus, elles ne seraient pas vraiment pertinentes. Et c'est ça le point important, on va s'intéresser à la pertinence des états. C'est-à-dire que dans notre cas, en fait, il y a grosso modo trois trucs qui nous intéressent, le fait d'avoir une pile complète, le fait d'avoir une pile mélangée ou le fait d'avoir une pile vide. Et c'est ça qui va limiter la manière dont on va pouvoir interagir avec notre système. Donc, cette utilité, elle peut être technique, hein. Elle peut être, si tu essayes de piger une carte dans une pile où il n'y en a pas, ça va mal se passer. Mais elle peut aussi être orientée par la logique d'affaires. Par exemple, on a vu plusieurs fois que le mélange posait problème. Est-ce qu'on mélange à la construction? Est-ce qu'on demande à l'utilisateur de mélanger précisément et de lui choisir quand est-ce qu'il mélange? Mais en fait, tout ça, on peut le représenter avec des diagrammes de séquence pour dire quand est-ce qu'est appelée la méthode shuffle, mais on peut aussi, par exemple, le représenter avec un état. On peut dire, dans le cadre de la modélisation du diagramme d'état qui est donné là,
c'est qu'au début, quand je crée ma pile de cartes, elle est dite complète. Puis je vais pouvoir appeler la méthode shuffle dessus, et puis quand je vais appeler shuffle, elle va basculer en mode mélanger. Une fois qu'elle est mélangée, ben, je peux appeler shuffle dessus tant que je veux, elle restera en mode mélangé, et puis je peux toujours piger des cartes dedans, tant qu'il y a plus d'une carte, et bien je vais rester dans le mode mélangé. Et une fois que j'aurai pigé la dernière, auquel cas là la pile va devenir vide, il n'y a plus de cartes disponibles, et dans le cas de Shoten Totten, ça termine la vie de cet objet, on ne peut plus piger de cartes dedans. Donc on voit qu'on n'est pas du tout dans l'idée de modéliser de manière exhaustive la totalité des combinaisons qui peuvent arriver quand on cherche à représenter une pile de cartes. C'est pas du tout ça l'idée d'un diagramme d'état, c'est plutôt de représenter les états abstraits du système, c'est-à-dire de dire parmi toutes les piles de cartes qu'il est possible de représenter, et donc il y en a à peu près autant qu'il y a d'atomes dans l'univers, mais en fait il n'y a que trois grandes classes de piles de cartes qui m'intéressent. La pile qui est complète, la pile qui est mélangée, et puis la pile qui est vide. Parce que d'un point de vue logique d'affaires, je ne vais pas faire les mêmes choses avec ça. Alors bien évidemment, représenter des diagrammes d'état, ça n'a de sens que quand les objets ont des états, parce que s'ils n'en ont pas, ben, ça ne sert à rien. Et ça sert aussi quand les objets sont mutables, parce que si vous créez un objet qui ne peut plus jamais varier, ben, il a été créé dans un certain état, et puis il ne va plus jamais en bouger. Donc modéliser les transitions qui permettent de passer de l'un à l'autre aurait peu de sens. Comme toujours, quand on fait des modèles de conception, il faut faire attention à la granularité des modèles. Par exemple, là, on a représenté plus d'états que prévu. On a représenté, par exemple, la notion de vide, et puis on a représenté la notion de pile incomplète, de pile initialisée, de pile incomplète mais mélangée, et de pile mélangée. Et en fait, à avoir trop d'états, ben, je me retrouve à avoir beaucoup trop de transitions entre chacun de mes états, et ça fait un diagramme qui est complètement illisible et sur lequel j'arrive plus bien à savoir exactement ce qui est en train de se passer. Donc, ne prenez pas, quand vous allez devoir modéliser l'état de certains de vos objets, n'ayez pas en tête de faire un diagramme qui soit complètement exhaustif sur la totalité de ce que vous voulez représenter. Ça n'a aucun sens de chercher à faire ça, ça rend juste les choses illisibles. Représentez bien uniquement ce qui a de la valeur et uniquement ce qui supporte votre intention. Vous voulez montrer que vous avez des piles mélangées et des piles pas mélangées, ben c'est ça qu'il faut mettre en avant et il faut peut-être pas descendre à un niveau de granularité trop bas, sinon ça devient pas lisible. Parmi ce que vous pouvez faire comme erreur classique en représentant des diagrammes d'état, c'est dans un premier temps utiliser un diagramme d'état, donc state diagram en anglais, pour représenter un flot de données. Les états ne doivent pas être des étapes de calcul en disant je commence par faire telle étape, puis telle étape, puis telle étape. Ça serait représenté par ce qu'on va appeler un diagramme d'activité et qui n'est pas considéré dans le cadre de ce cours-là. Donc il faut bien garder en tête que les états, c'est des états intrinsèques et exclusifs. On est vide ou on est plein, on est débiteur ou on est créditeur, une session est démarrée ou terminée, et c'est à peu près tout. Comme on l'a vu sur la diapositive précédente, vous avez une certaine tendance à vouloir être le plus exhaustif possible et à faire de l'overengineering, donc à imaginer plein de situations qui vont jamais arriver, mais vous allez passer un temps fou à essayer de les imaginer, à essayer de les modéliser, maintenir votre diagramme d'état cohérent avec toutes ces centaines de flèches entre vos dizaines de boîtes, ben, ça va être extrêmement compliqué. Et en gros, à chaque fois que vous définissez un truc dans votre modèle et que vous vous dites ouais, je vais pas m'en servir, mais ça peut toujours servir, ben en fait, non. Faites pas ça. Gardez vos modèles minimaux. C'est vraiment très très important. Vous allez minimiser votre dette technique en faisant ça. Notez-le sur un bout de table en disant ok, ben, là je me suis posé cette question à ce moment-là, je ne sais pas encore y répondre, donc pour l'instant je ne le fais pas, mais je sais où ça aura de l'impact dans mon système si je devais le faire. Donc vous voyez que vos modèles de conception, ils deviennent vraiment valorisés pour l'équipe de développement, parce que ça vous a permis de vous poser des questions, et en plus de ça, ça vous permet de savoir si cette modification vient, si le client vient avec une fonctionnalité qui va nécessiter cette modification, vous savez directement où l'insérer dans le modèle de conception. Un dernier point qui lui est beaucoup plus relié à la notion d'état, c'est l'augmentation de l'espace d'état pour optimiser. Par exemple, si vous introduisez des informations redondantes dans votre modèle, par exemple, on peut imaginer qu'on connaît un étudiant et puis toute sa liste de cours réussis. Donc à partir de ça, je peux dériver le nombre de crédits qu'il a obtenu, et puis on pourrait se dire, ouais mais c'est un peu bête de faire une somme à chaque fois, on pourrait stocker ça dans un entier. Très bien, mais en faisant ça, vous venez à nouveau d'augmenter votre espace d'état en rajoutant un entier, donc en rajoutant une nouvelle dimension qu'il va potentiellement falloir prendre en compte à un moment.
Donc c'est typiquement ce qu'on appelle un champ temporaire ou encore un champ dérivé. Et il faut vraiment faire attention quand vous faites ça, parce que la plupart du temps, vous vous dites, je fais ça pour optimiser, ça va me sauver 5 additions, mais en vrai, ça peut potentiellement vous faire exploser la combinatoire des objets et donc poser des problématiques de stockage par la suite. Il y a un cas qui est très particulier quand on cherche à représenter l'état des choses, c'est l'absence d'information. Comment on fait pour représenter le vide en fait? C'est exactement le même problème que l'invention du zéro en mathématiques. C'est-à-dire que c'est quelque chose de très puissant de représenter le vide, mais ça prend un concept. Zéro, c'est une information qui représente le fait qu'il n'y a pas d'information. Bien, dans notre cas, donc en conception objet, pour représenter l'absence d'un élément, on a trois possibilités classiques. On peut bien évidemment en imaginer d'autres, mais ça, c'est les trois les plus récurrentes. On peut, en Java ou dans les langages qui ont ça, utiliser nul, en disant, bah, ok, l'élément n'est pas là, je mets nul à la place. On peut représenter ce que représente le zéro. Donc on peut avoir une valeur spéciale, un objet qui représente cette absence. Ou, et ça on peut le faire en Java depuis les versions un petit peu récentes, on peut utiliser un optionnel, ce qu'on va voir un petit peu plus tard. Je vais prendre un exemple de ça, qui est l'exemple du Joker dans Shoten Totem. Donc la carte spéciale Joker, elle remplace n'importe quelle carte. Bah, c'est un truc assez classique dans les jeux de cartes. Ce qui fait qu'on va en fait choisir son contenu au moment où on la pose. C'est-à-dire que quand je vais poser la carte, elle va devenir un 9 bleu ou elle va devenir un 8 rouge. Mais ça reste un Joker. Donc je ne peux pas la remplacer par un 8 bleu, surtout que il ne peut y avoir qu'un seul 8 bleu dans le jeu. Donc c'est pas possible. Ce qui veut dire que cette carte, elle a ni valeur ni couleur jusqu'à ce que je l'ai jouée. Alors si on reprend ma modélisation précédente de la conception de ce que c'était qu'une carte c'est une couleur et une valeur, et ces deux attributs sont obligatoires, hein, c'est une arité de 1 entre carte et couleur, et puis pareil entre carte et valeur. Comment je fais? Alors on pourrait dire, je vais prendre la solution, le Joker c'est une carte spéciale. Donc je peux utiliser de l'héritage, puis on va dire on a une carte c'est une couleur et une valeur, comme toujours, et puis le Joker c'est une carte spéciale qui étend la notion de carte. Et quand on lui demande sa couleur, il hurle en disant Unsupported Operation Exception, et quand on lui demande sa valeur, il hurle en disant Unsupported Operation Exception. Je vous propose de mettre la vidéo en pause pour réfléchir un petit peu à quels seraient les problèmes qu'on va avoir en faisant ça. En fait, le premier problème qu'on a, c'est qu'on va avoir une exception lors de l'exécution. C'est-à-dire que si je considère le Joker comme une carte, ce qui est la sémantique de cette relation de généralisation, hein, on la verra plus en détail dans le chapitre prochain, mais ça veut dire qu'un Joker est une carte, eh bien, ma classe Joker, quand je vais appeler quelque chose dessus comme getColor, que je pourrais faire sur n'importe quelle carte, elle va m'envoyer une exception au visage. Et ça viole le principe de substituabilité, et on verra au prochain cours pourquoi, mais en tout cas c'est vraiment une très très mauvaise idée. Il faut qu'on puisse utiliser chacun des sous-types comme si c'était la carte en tant que telle. Donc si une carte elle est capable de me renvoyer une couleur, tous ces sous-types devraient aussi être capables de me renvoyer une couleur. L'autre modélisation qu'on peut utiliser, c'est de le faire avec nul, puisque on l'a vu, nul ça permet de représenter le 0. Donc au début, je vais le représenter comme ça en UML en disant non c'est plus 1, c'est 0 ou 1. Et je vais avoir à disposition une valeur qui au début est nulle, une couleur qui au début est nulle, et puis je vais pouvoir savoir si c'est un Joker ou pas. Je peux créer ma carte qui prend une valeur et une couleur, et puis le constructeur vide, il va construire le Joker. Je vous propose à nouveau de mettre la vidéo en pause pour essayer de voir quels sont les problèmes qu'on peut avoir en concevant le Joker de cette manière dans notre jeu de cartes. En fait, le problème immédiat qu'on a, c'est qu'on va se retrouver exposé à des null pointer exception. Parce qu'on risque d'oublier qu'on n'a pas mis de valeur, ou on risque de ne pas vérifier que c'est un Joker, et donc de faire un getColor, et puis d'aller vérifier des trucs sur la couleur derrière, et ça, ça va prendre null pointer exception, parce qu'on va envoyer un message à nul, et que nul, c'est pas un objet, donc il ne sait pas répondre à un message. Autre possibilité, la possibilité de le faire en définissant une valeur nulle. Donc on peut dire, le Joker, c'est un 1 marron. Donc je vais toujours forcer à ce qu'une carte, elle ait une couleur et une valeur. Je vais mettre un booléen qui n'existe que quand on a un Joker, donc quand on crée avec le constructeur vide en bas
ben ça fabrique un joker, et c'est le seul moyen que j'ai de modifier ce booléen-là, sinon dans tous les autres cas il est faux. Et bah voilà, c'est un marron, parce que ça aurait pu être un œuf bleu, mais moi j'ai décidé que c'était un marron. Et puis on s'en fiche, c'est encapsulé à l'intérieur de la carte, donc personne ne le saura jamais. Comme précédemment, je propose de mettre la vidéo en pause et puis d'essayer de réfléchir à quels sont les problèmes qu'on va avoir avec cette modélisation-là. Ben, le problème immédiat qu'on a, c'est de l'usurpation d'identité. Parce qu'en fait, on n'a pas créé un joker, on a créé un marron. Bon, il s'avère qu'il y a un booléen qui dit que c'est un joker. Donc si je vérifie ça, eh bien, auquel cas, je vais savoir que c'est une carte spéciale, et donc je ne vais pas la considérer comme un marron. Mais si j'oublie de vérifier, si j'oublie de tester que c'est une carte spéciale, eh ben, je vais la considérer comme un marron, ce qui va potentiellement m'exposer à un ensemble de bugs plus tard dans mon code. Une autre solution, c'est de dire, bah, peut-être qu'on n'est pas en train de regarder le problème au bon endroit. On essaye jusqu'à présent, là, à date, de fixer la classe card. Parce que c'est là-dessus qu'on va jouer sur le fait qu'une carte, elle peut contenir ou elle peut ne pas contenir une valeur. Mais est-ce qu'on ne devrait pas faire autrement et mettre cette absence d'information dans la couleur et dans la valeur? En disant maintenant une couleur, c'est les 6 couleurs ou l'absence de couleur. Une valeur, c'est les 9 valeurs de carte ou l'absence de valeur. Et si on fait ça, ben on peut le faire avec toujours pareil, hein, notre constructeur de carte il n'a pas changé, et puis on a toujours ce booléen qui permet de savoir si c'est une carte spéciale, et puis notre constructeur vide, lui, il permet de prendre une valeur et une couleur qui sont l'absence de valeur et l'absence de couleur. Je vous propose à nouveau de mettre en pause pour essayer de voir où sont les problèmes dans cette conception. Et en fait, ben, un des problèmes qu'on a initialement, c'est le fait de mélanger technique et modèle d'affaires. La couleur, absence de couleur, elle n'existe pas. La valeur, absence de valeur, elle n'existe pas non plus. Donc on est en train de rentrer dans nos abstractions du domaine, la réification de la notion de couleur et puis de la notion de valeur, des choses qui viennent purement de la technique. Donc c'est pas génial de ce point de vue-là, parce qu'on est en train de créer un fossé qu'on avait cherché à combler, en justement représentant la notion de couleur et puis la notion de valeur. L'autre point, c'est que, ben, en fait, notre initialisation de la pile de cartes, si vous vous rappelez quand on a travaillé sur les diagrammes de séquence, on bouclait sur toutes les couleurs et toutes les valeurs. Fait que maintenant, si on ne change pas ça, ou si on s'en rend pas compte, notre modification va créer un 1 absence de couleur, un 2 absence de couleur, et puis pour chacune des couleurs, on va créer un absence de valeur marron, absence de valeur bleu, absence de valeur rouge, et ainsi de suite. Donc là, on vient de plus ou moins ruiner toute la mécanique d'initialisation juste pour gérer ça. Donc une modification à un endroit a un impact très fort sur une autre partie. Et puis ça, si on le regarde au niveau du code, on ne va pas forcément s'en rendre compte. Par contre, le choix qu'on avait fait quand on avait travaillé sur justement les cartes et la pile de cartes, c'était de documenter via un diagramme de séquence comment on construisait cette pile de cartes. Et puis c'est là où on avait vu qu'on faisait cette boucle. Donc vous voyez, l'intérêt des modèles de conception, c'est qu'on va mettre vraiment l'accent sur les choses qui sont importantes. On n'est pas allé dans plus de détails que ça à cet endroit-là. On est simplement allé expliquer précisément qu'on construisait la pile de cartes en faisant le produit cartésien des couleurs et des valeurs. Fait que maintenant, si j'augmente les couleurs ou si j'augmente les valeurs, bah, j'augmente mon produit cartésien et donc je ne vais pas créer la même pile de cartes, ce qui va être un problème. Donc vous vous rendez compte que chacun de ces choix a des avantages et des inconvénients. Il n'y a aucune solution ultime qui permet de résoudre tous les problèmes d'un coup, mais les impacts sont vraiment différents et ne sont pas au même endroit. Et si vous prenez juste ces choses-là les unes en face des autres, les différences en termes d'UML, elles sont subtiles, hein. Des fois, il y a écrit 0.1, des fois, on a juste rajouté un élément là, des fois, on a gardé les mêmes, et puis là, ça vaut nul, mais on ne le sait pas, et puis là, on l'a fait par héritage. Donc, il faut vraiment faire attention à ça, et il faut vraiment garder en tête que toute décision de conception qui est un peu violente, là, il faut la documenter, il faut la garder dans vos modèles pour savoir pourquoi, parmi toutes ces solutions possibles, vous avez choisi l'une plutôt que l'autre. En quoi c'était la plus adaptée ou la moins déconnante, parce que s'il faut, elles sont toutes mauvaises. Là, à date, il n'y en a aucune qui m'a vraiment convaincu pour représenter cette carte spéciale. La dernière solution qu'on va utiliser pour conclure cette vidéo, c'est gérer l'absence de valeur avec ce qui s'appelle un optionnel.
La notion d'optionnel, c'est quelque chose qui est présent dans beaucoup de langages. Il y en a dans Python, il y en a dans Haskell, il y en a dans Scala, et ainsi de suite. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi c'est nul qui a prévalu en Java depuis entre 1995 et 2014, donc ça a duré quasiment 19 ans. Et en fait, si vous écoutez Tony Hoare, qui a fait partie des créateurs du langage, il dit que c'est son billion dollar mistake. Parce que, en fait, le principe de référence nulle a été inventé en 65 et il trouvait ça super cool. Et du coup, c'est ça qu'il a mis dans le langage. Et ce qui fait qu'on s'est pogné 19 ans à travailler avec des nuls et à devoir faire tous les hacks un petit peu dégueulasses que je vous ai montré jusqu'à présent, juste parce qu'on n'avait rien pour vraiment représenter l'optionnalité. Donc depuis 2014, on est capable de représenter un type optionnel. Donc un type optionnel, ça se note optional de T. T étant par exemple une carte ou une pile de cartes ou ainsi de suite. Et en fait, d'un point de vue formel, c'est l'espace de tous les T, donc l'espace de toutes les instances du type T, avec la valeur known. Et donc optional de int, c'est n'importe quel entier ou la valeur known, la valeur vide, pour dire que non, là, il n'y a pas d'entier à ce moment-là. Comment ça se représente dans du code? Eh ben, dans notre code, on va par contre pas utiliser, ça c'est important, on va pas utiliser les optionnels pour les valeurs. On va pas dire que la valeur est un optionnel de value et puis la valeur est un optionnel de couleur. Pour d'obscures raisons de Java qui font que ça mettrait en l'air toute la mécanique de sérialisation, donc on va pas le faire. Mais il existe des langages où c'est possible de le faire. Dans notre cas, on va simplement s'intéresser à regarder cette notion-là, getValue. Et ce qu'on va dire à cet endroit-là, c'est que en fait, getValue et getColor, elles vont plus renvoyer une value ou une color, mais elles vont renvoyer un optionnel de value ou un optionnel de color. Ça veut dire que je cherche un élément, puis si je le trouve, auquel cas je vais l'avoir, et si je ne l'ai pas, je vais dire que je ne l'ai pas. Mais la grosse différence avec nul, c'est qu'un optionnel, c'est un objet. Donc je peux lui envoyer des messages, je peux lui parler. Alors que nul, nul, c'est nul. Donc je ne peux pas trop lui parler. En interne, dans cette modélisation-là, on va utiliser nul pour cacher l'information, mais comme c'est encapsulé, on s'en schtroumpf un peu, parce que personne ne le saura, donc ça sera notre petit secret. Donc quand je crée une carte vide, je lui mets une valeur nulle et puis une couleur nulle. Comment je fais pour savoir que c'est un joker? Il suffit de demander sa valeur et de vérifier qu'elle est présente. Et s'il n'y a pas de valeur, alors ça devrait être un joker. Il manque un note devant, là, s'il y a un bug dans la diapositive. Et pour finir, comment je fais pour retourner cette valeur? Eh bien, si cette valeur, elle est égale à nulle, auquel cas je vais renvoyer known. Donc je vais dire, non, là, il n'y a pas de valeur. Donc je renvoie optional.empty. Et au contraire, s'il y a une valeur, je vais renvoyer la valeur, mais enrobée dans un optionnel. Et donc, je vais renvoyer un optional.valueOf de la valeur en question. Ceci conclut cette vidéo sur la modélisation des états et puis la gestion de l'absence de valeur. Je vais corriger les bugs que j'ai vus là dans la version online des diapositives. Je ne vais pas refaire la captation de la vidéo par contre. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout. Et puis c'était donc la dernière vidéo de ce chapitre. Et n'oubliez pas par contre, il y a des lectures qui viennent avec le chapitre pour enrichir justement votre réflexion globale sur génie logiciel et conception. À bientôt pour la suite.